OK. Bonjour à nouveau, bonjour tout le monde. Nous allons Bonjour. commencer notre session de webinaire prévue d'aujourd'hui, 27 octobre, sur la thématique des compléments Excel, les compléments Excel Power Pivot et introduction à Power BI. Ce webinaire fait suite au précédent webinaire que nous avions tenu il y a quelques semaines où nous abordions la thématique du complément Power Query qui est une suite de compléments Excel pour enrichir la suite Excel et permettre de réaliser un certain nombre de traitements avancés avec ce logiciel d'analyse de données le plus populaire au monde et le plus utilisé. Bien. Si quelqu'un aura une intervention à faire ou une question à poser, c'est plus pratique de laisser un message et puis de temps en temps, je vais consulter la messagerie et je pourrai apporter des réponses en fonction des questions qui seront posées. OK. La thématique d'aujourd'hui, normalement, on l'avait prévu pour aborder les deux thématiques Power Pivot, Power BI, mais lors de la préparation de cette thématique, on s'est rendu compte que les deux sujets étaient assez denses, surtout Power BI, et nous avons donc décidé de scinder en deux. Nous allons peut-être évoquer Power BI en introduction, mais nous ferons un deuxième webinaire la semaine prochaine, vendredi de la semaine prochaine, à la même heure, sur Power BI exclusivement. Et ça permettra à ce qu'aujourd'hui, on puisse s'étendre un peu plus sur Power Pivot. Parce que s'il fallait aborder les deux, ça allait être un peu lourd, quoi. Donc, ce petit ajustement-là. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, je vais me présenter. Moi, je suis Thierry Nzier, je suis camerounais de nationalité, ingénieur de formation, spécialisé maintenant sur les questions de management des risques et amélioration des performances, notamment aussi sur les aspects liés à l'analyse de données, aux aspects liés au développement technologique qui impactent la performance et qui impactent la productivité au sein des acteurs. Entre autres, on développe aussi d'autres sujets sur lesquels on s'étend aussi, mais dans les axes principaux qui concernent le management des risques et le pilotage de la performance. Je vous prierai de fermer les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros pour que ça ne perturbe pas la communication. Donc, le webinaire qui nous retient aujourd'hui porte sur Power Pivot. Ceux qui ont déjà eu affaire soit à notre cours avancé sur Excel ou bien qui ont un niveau Excel assez avancé, il est généralement reconnu que Excel ne permet pas de réaliser, parmi les limitations d'Excel, Excel fait beaucoup de traitements, malgré ce que les gens pensent. Les gens n'utilisent pas un grand pourcentage des fonctionnalités d'Excel, mais Excel fait beaucoup de choses. Mais Excel a quelques limitations, Excel traditionnel, je veux dire, a quelques limitations, notamment, par exemple, sur les traitements des big data, des traitements de données volumineuses. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Microsoft a pu développer un certain nombre de compléments pour pouvoir commencer à pallier à ces limitations d'Excel et permettre à ce que dans l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, l'environnement métadonnées, l'environnement big data, qu'on puisse toujours, à l'aide du logiciel Excel, réaliser un certain nombre de traitements sur les données. Bien. Là, nous avons la présentation qui est en train de s'afficher. Normalement, vous devriez la voir à l'écran sous peu, si ce n'est pas déjà le cas. Vous devriez la voir dans votre écran sous peu. L'écran est toujours noir. L'écran, est-ce qu'il est visible chez vous? Pas de présentation pour le moment. Oui, elle est en L'écran train est de toujours charger. noir. C'est D'accord. bon? Oui, c'est bon maintenant. Oui, c'est bon, OK, c'est bon. super. Merci. Complément Power Pivot, découverte Power BI. Nous, notre organisation, notre cabinet s'appelle Performax Group. Comme je le disais, avec plus de 15 ans d'expérience déjà sur les multiples thématiques, certifié CPT, Certified Performance Technologies de l'ASPI, Kaizen Lean Six Sigma Black Belt,
conférencier international au Cameroun, au Nigeria, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Tchad et beaucoup d'autres environnements. Ce jour, nous avons accompagné et formé plus de 500 professionnels sur les thématiques d'amélioration de performance et nous accompagnons également d'autres organisations sur les thématiques, ces mêmes thématiques. Quelques exemples de clients que nous avons eu accompagnés et de retours d'expérience, de retours d'image de nos récentes animations. Pour entrer dans le vif du sujet, ce que l'on va dire déjà, c'est que Excel, comme je le disais tout à l'heure, est le logiciel d'analyse de données le plus utilisé dans le monde, plus d'1 milliard d'utilisateurs à ce jour. Et ce que l'on sait, c'est qu'il est disponible dans presque tous les ordinateurs. Tous les ordinateurs qui sont achetés viennent avec une licence Office déjà installée. Et dans la plupart des organisations, il y a un gros potentiel, ce qu'on a noté et que tout le monde reconnaît, un gros potentiel de productivité qui n'est pas pris en compte et qui n'est pas suffisamment développé parce que les gens ne s'attardent pas à comprendre quelle est la puissance d'Excel, la plupart des gens vont s'attarder un peu sur Word, sur les traitements de texte, mais très peu s'attardent à peu près sur ce que peut faire Excel pour améliorer leur productivité, optimiser leur productivité. Parmi les outils logiciels d'analyse de données du marché, Excel s'avère être une excellente plateforme pour effectuer divers calculs mathématiques sur de grands ensembles de données. Diverses fonctionnalités d'Excel telles que la recherche, le tri, le filtrage vous permettent de jouer plus facilement avec les données. Et Excel permet d'embellir les données et de les présenter sous forme de graphiques, de tableaux, de barres de données. On peut faire le reporting, on peut faire la comptabilité, on peut faire l'analyse avec Excel. On peut également mieux organiser nos listes de tâches, nos calendriers et nos feuilles de calcul de planification d'objectifs. Également, Excel offre aussi des fonctionnalités de sécurité pour les fichiers de protection par mot de passe assez intéressantes. Maintenant, comme j'ai dit à l'entame aussi, Excel, pour ceux qui sont des utilisateurs habituels d'Excel, font face également aux limitations, notamment en termes de la quantité d'informations que peut contenir la base de données Excel. On dira autour de un peu plus d'1 million de lignes. Et si vous êtes dans une organisation qui manipule des fichiers volumineux, par exemple, ça peut être des données comptables d'une organisation sur les 10 dernières années et qui peuvent dépasser peut-être les 1 million de lignes, ça devient difficile de le manipuler avec Excel. Si vous devez faire, par exemple, des traitements ou bien des concaténations, si vous voulez faire des synthèses de données dans un fichier, au début, vous avez des fichiers peut-être de 1 million de lignes chacun, vous devez faire des synthèses, peut-être en utilisant des fonctions avancées comme le recherche V, index et cleave. Et pour aboutir à un fichier qui est beaucoup plus volumineux, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes limité avec Excel, vous ne pouvez pas le faire. C'est pour ça que des solutions palliatives, Microsoft a développé des solutions additionnelles comme Power Pivot, comme Power Query, pour pouvoir pallier à ce type de difficultés. Et autre difficulté également, c'est que lorsque la base de données Excel, votre volume de données avec la big data commence à monter, à grandir, à gonfler, ça devient, ça commence à peser, à ralentir l'exécution même de l'application et ça devient difficile. Et alors qu'en utilisant un outil palliatif comme soit Power Query pour l'importation de données, soit Power Pivot pour la modélisation, ça surcharge très peu votre Excel au départ, de votre tableau de bord Excel, sur votre feuille Excel, et ça vous permet de pouvoir naviguer dessus avec beaucoup plus d'aisance. Power Pivot, donc, c'est quoi? C'est un complément à Excel, donc un add-in en anglais, qui permet d'effectuer de puissantes analyses de données et de créer des modèles de données. Modèles de données, généralement, c'est des terminologies venues de la gestion des systèmes de gestion de bases de données relationnelles, notamment d'Access, par exemple. Comment modéliser des données, comment établir les relations entre les données pour aboutir à un schéma relationnel, à un schéma de modélisation. Par exemple, pour être plus pratique, ceux qui ont l'habitude d'utiliser Excel pour faire des tableaux croisés dynamiques, vous savez que la limitation, par exemple, on va faire des tableaux croisés dynamiques, on peut le faire sur Excel uniquement sur une seule base de données, une table de données qui est en mode tableau. Une fois que vous avez réalisé votre tableau, si vous avez deux bases de données ou bien deux tableaux, vous ne serez pas capable de faire un tableau croisé dynamique avec deux tableaux différents. Excel traditionnel ne va pas marcher. Or, avec Power Pivot permet de le faire en établissant un modèle de données entre les tables ou un modèle relationnel entre les tables qui lie les deux et ça vous permet donc de construire votre tableau croisé dynamique en tenant compte des deux tables et pouvoir avoir soit un tableau de bord, soit un traitement de données sur vos données, vos données.
Si vous avez, par exemple, dans une organisation des données comptables d'un côté, vous avez des données de production de l'autre, vous avez des données de ressources humaines, et vous voulez établir les corrélations, des liens entre toutes ces données et ressortir des reportings qui peuvent être utiles pour le management, Power Pivot est excellent pour ce genre de choses. Power Pivot, c'est un complément dans Excel qui permet d'effectuer de puissantes analyses de données et de créer des modèles de données. Avec Power Pivot, on peut combiner des grands volumes de données provenant de diverses sources. On peut effectuer une analyse des informations rapidement et partager les découvertes facilement. Dans les deux cas, Excel et Power Pivot, on peut créer un modèle de données. Avec Excel traditionnel, ce sera plus faible certainement. On peut créer une collection de tables, on peut créer des relations. Le modèle de données qu'on voit dans un classeur est le même modèle de données qu'on voit dans la fenêtre Power Pivot. Les données importées dans Excel sont également disponibles dans Power Pivot et vice-versa. Puisque c'est un complément, c'est un add-in. Bien. Maintenant, quelles sont les tâches qu'on fait généralement à l'aide de notre tableur? Les tâches, ça peut être par exemple d'importation de données de différentes sources, telles que les bases de données d'entreprise, les flux de données publics, les feuilles de calcul, ainsi que des fichiers texte sur votre ordinateur. J'ai souvent eu en formation, des apprenants qui nous disent, oui, chaque fois qu'ils ont à faire des exportations, des importations de données venant peut-être des sources externes, comme ça peut être une source client ou une source fournisseur, ou la base de données du client, ou la base de données du fournisseur, ou la base de données de l'autorité de régulation, ils vont aller ouvrir le logiciel, la plateforme de l'autorité, la plateforme en question, ils vont faire une copie des données, venir coller sur Excel et faire encore des traitements de texte. Je dis non, ça, si vous faites ce genre de choses, c'est parce que vous ne connaissez pas les outils d'importation de données qui existent avec Excel, notamment Power Query. Dans Excel, on peut faire l'importation de toutes sortes de toutes les données à partir d'une source de données, notamment avec l'outil Power Query que nous avons déjà vu. Avec Power Pivot, on peut aussi faire l'importation de données. Power Pivot utilise également ces extensions Power Query pour l'importation. Mais en plus de la simple importation, on peut faire un filtrage des données. On peut renommer des colonnes, par exemple, des colonnes ou des tables lors de l'importation. Ça, on peut faire avec Power Pivot. Dans Excel, la fonction également du tableau, c'est de créer des tables. Dans Excel traditionnel, les tables peuvent se trouver sur n'importe quelle feuille dans le classeur. Les feuilles de calcul peuvent comporter plusieurs tables. Donc, on peut avoir plusieurs tables sur une feuille de calcul. Alors que dans Power Pivot, les tables sont organisées en pages, à onglets individuels dans la fenêtre Power Pivot. Nous le verrons tout à l'heure lors d'un exemple que nous allons traiter. Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît, pour permettre que tout le monde suive la présentation. Le tableur, comme tâche également, il vise de modifier les données dans une table. Avec Excel, on a une possibilité de modifier les valeurs dans les cellules individuelles d'une table. Alors que dans Power Pivot, on ne peut pas modifier les cellules individuelles. Et ça a tout son sens parce que Power Pivot est un outil de modélisation. Power Pivot ne peut pas permettre que l'on vienne modifier les données qui viennent déjà des sources initiales. Elle établit seulement des calculs sur ces données et des modèles, des relations entre les tables, mais ne peut pas permettre de modifier les données sources qui ont été importées. Par contre, si vous voulez les modifier, il faut aller dans le fichier de départ où ces données ont été enregistrées ou collectées et effectuer les modifications pour qu'elles soient prises en compte dans l'importation chez Power Pivot. Alors qu'avec Excel, puisque Excel est un dossier, est un document d'abord de collecte, oui, il permet de faire des modifications sur les fichiers natifs. Comme tâche d'analyse de données, on a la création des relations entre les tables. Avec Excel traditionnel, on peut le faire dans la boîte de dialogue de relations, dans Power Pivot, dans la vue de dialogue, dans la vue de diagramme, au diagramme vue, ou dans la boîte de dialogue, créer des relations. On peut également établir les relations, le schéma relationnel qui va permettre après de construire beaucoup d'autres choses. Comme tâche également d'analyse de données qui permet de créer des calculs. Dans Excel, on sait faire des calculs à l'aide des formules Excel. Excel est assez, l'une des forces d'Excel également, c'est la grande quantité de formules et de calculs Excel qu'il offre, il autorise. Dans Power Pivot, on peut écrire des formules avancées avec le langage d'expression, Data Analysis Expression, le langage DAX, qu'on verra également la semaine prochaine lorsqu'on abordera Power Pivot, qui est très intéressant. L'une des tâches également en analyse de données, c'est de créer des hiérarchies. Dans Excel traditionnel, ce n'est pas possible, ce n'est pas disponible. Dans Power Pivot, oui, on peut définir des hiérarchies à utiliser partout dans un classeur, y compris dans Power View. Nous le verrons en exemple tout à l'heure. Quoi choisir donc entre les TCD standards et les TCD modèles de données de Power Pivot? En TCD standard, on peut le faire uniquement, il permet seulement d'avoir une seule table plate. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons une table de données, on peut créer un TCD à base d'une table, alors que dans Power Pivot, on peut créer un TCD avec plusieurs tables.
dans le TCD standard ne permet pas d'utiliser la big data, alors que le TCD modèle de données Power Pivot permet d'utiliser des données volumineuses. Dans le TCD standard, on a les formules standards dans le TCD, alors que dans le TCD modèle de données, on peut avoir des calculs plus variés avec des fonctions DAX. Dans le TCD standard, on peut ajouter manuellement le format de nombre pour chaque nouveau calcul, alors que dans le TCD modèle de données, on peut formater les nombres. Le formatage des nombres peut être ajouté à la formule. Dans le TCD standard, on ne peut pas réutiliser une formule, alors que dans le modèle de données, les mesures DAX sont créées une seule fois et peuvent être réutilisées plusieurs fois. Dans le TCD standard, on peut faire des rapports TCD sur un petit ensemble de données, alors que dans le TCD modèle de données, on peut l'utiliser pour des projets complexes ou big data. Les TCD modèles de données sont possibles. Maintenant, il y a aussi Power Pivot, Power Excel traditionnel, Power Pivot, Power BI Desktop. Power BI Desktop également offre beaucoup plus de fonctionnalités que Power Pivot. Power Pivot, par exemple, va utiliser Power Query, des relations, des formules DAX qui sont identiques dans certains cas, alors qu'avec Power Pivot, on peut encore, il offre une ergonomie, une facilité d'utilisation encore plus dense, utilisant aussi tous ces outils-là. On peut avoir des rapports de TCD avec Power Pivot et on peut avoir des données, utiliser des données plus volumineuses. Power BI par rapport à Power Pivot a un ajout beaucoup plus au niveau de la flexibilité, l'ergonomie, la facilité d'utilisation, la facilité de visualisation. Avec Power Pivot, on peut avoir besoin d'une feuille Excel pour ajouter des modèles de données, travailler dans les cellules. On va travailler dans les cellules, on va avoir accès aux fonctionnalités d'Excel pour compléter les TCD. Avec Power Pivot, on n'a pas besoin d'Excel puisqu'il offre une interface globale même où on peut faire tout type de travaux et de calculs variés. Il utilise également le langage DAX. Power Pivot est déjà familier avec Excel, traditionnel, je veux dire. Power Pivot aussi utilise les formules DAX et les formules DAX calculent plus lentement alors qu'avec Power BI, Power BI, il est vraiment plus agile, une solution plus agile, plus flexible. Il y a une difficulté de partager des rapports Power Pivot alors que Power BI Desktop, il est vraiment dédié à ça avec les possibilités de partager ces rapports, que ce soit sur tout type de plateforme, sur tout type d'environnement. Maintenant, avant de revenir sur un cas pratique, on va un peu brosser un peu c'est quoi Power BI. Power BI, BI veut dire Business Intelligence ou encore informatique décisionnelle ou encore que certains appellent ingénierie décisionnelle. Power BI, qu'est-ce que c'est? Ce sont les outils de la Power Platform. Power BI, c'est un ensemble de services logiciels, d'applications et de connecteurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous reviendrons sur Power BI sur le webinaire de la semaine prochaine puisqu'on n'a pas assez de temps. Ça va nous demander de consacrer un peu de temps pour, notamment au niveau pratique, pour essayer d'éclairer surtout ceux qui découvrent cet outil, à quoi est-ce que ça peut être utile et quelle est la puissance qu'elle peut avoir. Power BI, c'est un ensemble de services logiciels d'applications et de connecteurs qui œuvrent ensemble pour transformer les sources de données disparates en informations visuelles et interactives. La force de Power BI qui est venue compléter vraiment au niveau d'Excel, c'est sa capacité à offrir des visualisations vraiment impactantes et faciles à monter. Quelle que soit la nature de vos données, une simple feuille de calcul Excel ou plusieurs métadonnées hybrides dans le cloud et en local. Et on peut partager nos rapports dans tout type de plateforme, sur le cloud, en local, sur les smartphones, etc. Power BI vous permet de vous connecter facilement à vos sources de données de visualisation ou découvrir les informations importantes et de les partager aux personnes de votre choix. Ici, on peut importer des données de diverses sources. On peut importer des données des bases SQL, on peut importer des données d'Excel, d'Access, d'Internet, ainsi de suite, du Drive, ainsi de suite. De diverses sources, bien entendu, avec l'outil, il utilise également l'outil Power Query. Power BI est simple et rapide. Il peut révéler des informations à partir d'une feuille de calcul Excel ou d'une base de données locale en un tour de main. Power BI se veut aussi une solution d'entreprise robuste, pareil pour une modélisation complète, une analyse en temps réel, ainsi qu'un développement personnalisé. Power BI peut servir aussi bien d'outil de rapport et de visualisation personnelle que de moteur d'analyse et de décision pour les projets de groupe, des divisions des grandes entreprises. La plupart des organisations aujourd'hui qui sont orientées vers le cloud utilisent intensément Power BI, en plus d'Excel. Et moi, je recommande toujours au moins, ça c'est un avis personnel, d'avoir déjà un niveau avancé d'Excel avant de migrer sur Power BI pour pouvoir vraiment jouir de tous les bénéfices que cela offre. Parce qu'il y a des environnements où Excel demeure toujours le plus utilisé à l'heure actuelle.
Power BI se compose d'une application de bureau Windows appelée Power BI Desktop qui est utilisée sur les ordinateurs de bureau, d'un service software as a service en ligne appelé Service Power BI, ainsi que dans l'utiliser le cloud pour le cloud aussi, ainsi que l'application Power BI mobile disponible sur téléphone et tablette Windows, mais aussi sur les appareils iOS et Android. Power BI a plusieurs composants. Il utilise d'abord la fonction rechercher qui permet de collecter les données et les transformer, notamment avec l'outil Power Query, qui permet d'aller collecter les données de n'importe quel type de source et venir les remettre sur la base de données de Power BI. Il permet également de modéliser, la modélisation avec mode création d'indicateurs. Là, ça utilise des fonctionnalités de Power Pivot également aussi. Il permet de restituer en élaborant des rapports, des tableaux de bord, et après permet de partager sur les différents SharePoint, de partager sur le web, de partager sur le mobile, de partager sur différentes sources possibles ces travaux. Et on peut utiliser un accès simplifié en autorisation. Ici, nous avons comment obtenir Power BI Desktop. Et on peut l'obtenir en se connectant à la plateforme de Microsoft, du site web mentionné, Microsoft, Power BI Microsoft.com. Il y a une version gratuite et il y a des versions entreprises payantes également. Power BI Desktop, c'est un outil avec lequel vous pouvez vous connecter à vos données ainsi que nettoyer et visualiser celles-ci. Avec Power BI Desktop, vous pouvez vous connecter à vos données, puis les modéliser et les visualiser de différentes façons. La plupart des utilisateurs qui travaillent sur des projets décisionnels passent l'essentiel de leur temps à utiliser Power BI Desktop. Et là, nous avons en image à peu près l'ergonomie, la visualisation de comment s'affiche Power BI à l'ouverture, avec une disposition de l'écran, la vue rapport de Power BI Desktop. Dans la vue rapport de Power BI Desktop, vous pouvez commencer à générer des rapports. La vue rapport comporte 5 zones. Donc, la vue que l'on voit lorsqu'on ouvre l'écran Power BI, on a le ruban qui affiche les tâches courantes associées au rapport et aux visualisations. La vue rapport au canevas où les visualisations sont gérées, sont créées et organisées. La zone d'onglet page, le long de la partie inférieure, qui vous permet de sélectionner ou d'ajouter une page de rapport. Le volet visualisation, dans lequel vous pouvez modifier les visualisations, personnaliser les couleurs et les axes, appliquer les filtres, faire glisser les champs. Le volet champ, à partir duquel vous pouvez faire glisser des éléments de requête et les filtres jusqu'à dans la vue rapport ou dans la zone filtre aux visualisations. Nous avons donc ces différentes zones ici, la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4, la zone 5, où apparaissent par exemple la liste des champs de tout ce qui est fait. Donc, globalement, nous reviendrons dessus la semaine prochaine avec un cas pratique pour voir comment on peut monter un tableau de bord à l'aide de l'outil Power BI. Aujourd'hui, nous allons simplement un peu nous attarder beaucoup plus au niveau pratique sur Power BI. Bien, maintenant qu'on a un peu achevé cette présentation succincte, nous allons revenir un peu sur notre un exercice pratique pour pouvoir voir à peu près en mode pratique comment peut être utilisé Power Pivot dans un environnement d'entreprise. Bien. On va partager un peu un tableau de bord pour que vous voyez un peu. Un tableau de bord, je vous montre le modèle fini et après on va essayer de le reconstruire ensemble pour que vous voyez à peu près quelle peut être la difficulté qu'il peut y avoir en arrière-plan. Bien vouloir fermer vos micros. Là, je suis en train de partager avec vous le tableau de bord qui est en mode fini. Il devrait s'afficher d'un moment à l'autre.
Prends le seul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hein? Ça là, qui n'aime pas les gars. Ok, super. Est-ce que vous, s'il vous plaît, veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Je ne souhaiterais pas déconnecter les personnes qui parlent là. Je vais mais tu peux souscrire. Ok, bien. Vous avez certainement en visu nos tableaux de bord des ventes. Là, nous avons par exemple ici, ce tableau de bord permet de visualiser, il permet de visualiser les ventes. Et vous verrez ici par exemple que quand vous regardez ici là, au niveau du bas, il n'y a que tableau de bord dashboard. Vous ne voyez pas la source, le fichier source, il n'est pas visible. Et vous voyez là, il manipule. Certains vont me dire non, on l'a masqué. Non, il n'est pas masqué. Mais il n'est simplement pas visible. Il n'est pas visible. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais ici, déjà, le tableau de bord des ventes, ici, on permet de visualiser ici les ventes. Ici, on a les ventes, les commerciaux avec les ventes par région. On a ici, nous avons ici des slicers, des filtres. Ici, nous avons ici les chiffres d'affaires des ventes, le budget total, le nombre de ventes réalisées, les slicers par comment ça s'appelle en français encore, là, les segments. Et c'est pour effectuer les filtres. Vous voyez par exemple que là, nous avons le graphique qui représente les ventes réalisées par région. Ici, nous avons les ventes versus le budget mensuel, donc deux graphiques. Et ici, nous avons le top 3, les top 3 des produits les plus vendus et le top 3 des clients qui ont réalisé le plus de ventes. Là, par exemple, ici, Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ici, si nous réalisons un filtre, alors à l'aide de notre segment, vous voyez que le filtre agit directement sur les tableaux, sur les graphiques. Ici, c'est en train de charger un peu, mais c'est ça l'objectif, c'est cela l'objectif ici. C'est là l'objectif. Maintenant, la base de données, le fichier source, il est où? Le fichier source, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ici, Excel permet simplement d'utiliser maximum 1 million de lignes. Et même, vous allez vous rendre compte que lorsque vous commencez à utiliser des données volumineuses, ça va ralentir même votre espace de traitement de données et vous aurez des difficultés à utiliser Excel convenablement. C'est donc pour ça qu'on va donc dire que pour pouvoir le faire, et on va charger donc notre base de données dans le cube, ce qu'on appelle le cube dans Power Pivot. On va aller ouvrir Power Pivot tout à l'heure, puis ça finisse un peu de charger, et vous allez voir où est-ce qu'est stockée la base de données qui a été utilisée pour générer ce tableau de bord. Et là, on a les segments, par exemple, qui permettent de faire les différents filtres. On a des segments par année, on a les segments par date, on a les segments par client, on a les segments par région pour pouvoir réaliser les traitements que l'on veut réaliser. Voilà. Maintenant, on revient donc dans le cube, on revient donc pour vous présenter à peu près ce qu'on appelle. Vous voyez donc dans la barre de menu au-dessus, nous avons fichier, mon Excel est en anglais, hein, donc nous avons fichier File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, Développeur. Ici, nous avons Power Pivot ici, là. Power Pivot, non, logiquement, depuis les versions 2013, Power Pivot est intégré comme complément, mais ce n'est pas automatique que Power Pivot apparaisse là. Dans tous les ordinateurs, il apparaît par c'est un complément. Parfois, il va falloir aller l'installer pour qu'il apparaisse ici. Mais maintenant, lorsque vous avez cliqué Power Pivot,
vous allez venir là, gérer en français, manage en anglais. C'est gérer en français, manage en anglais. Vous allez cliquer dessus pour ouvrir le modèle de données. Pour ouvrir Power Pivot, vous allez voir où est stockée notre base de données. Donc, on ouvre le modèle de données. OK, il est en train d'ouvrir notre base de données. Oh, ça prend du temps pour charger. Hein. Le modèle de données, je voulais vous présenter déjà le modèle de données. Et après, bon, si nous perd du temps, nous allons passer à la suite. Le modèle Power Pivot. L'objectif pour nous, ce sera donc de reconstruire rapidement ce, ce tableau de bord. On va y aller assez rapidement. Pour commencer à le construire, j'ouvrirai le modèle de données ultérieurement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une fenêtre Excel. On va ouvrir une fenêtre Excel pour essayer de reconstruire ce fichier-là. Un instant, je suis en train d'ouvrir une nouvelle fenêtre Excel pour qu'on puisse commencer rapidement à reconstruire ce fichier, pas à pas. Et vous allez voir pourquoi est-ce que Power Pivot, quel est l'intérêt que Power Pivot peut avoir par rapport à Excel traditionnel pour nous permettre de traiter, de réaliser des traitements beaucoup plus sophistiqués. Notamment lorsque l'on a à avoir affaire à des bases de données qui peuvent être sur deux entités différentes et où il faut établir un schéma relationnel entre celles-ci. Ça, l'une des trop grandes particularités de l'utilisation de Power Pivot. Là, je suis en train d'ouvrir un nouvel onglet d'Excel pour pouvoir commencer parce que oui, bon, mais ça déjà, ça dérangerait. Mais pour éviter que ça surcharge la RAM, je serai obligé de fermer la version Excel de départ et ouvrir maintenant une nouvelle version pour pouvoir travailler assez aisément. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, ça, c'est en train de s'ouvrir. Je vais fermer le premier partage. Je vais fermer le premier partage et je vais partager oui, oui, la session est en train d'être enregistrée, donc vous aurez accès au replay pour ceux qui sont arrivés en retard. Il n'y a pas de souci. Bien. Donc, le cube, par on parle généralement du cube, ça dérive des terminologies anglo-saxonnes. Et très généralement, tout n'est pas toujours traduit en français. Et on est obligé parfois de s'habituer avec des anglicismes pour pouvoir utiliser ces outils développés par les anglo-saxons.
C'est souvent ça aussi, l'une des raisons pour lesquelles aussi de plus en plus de solutions concurrentes se développent. C'est aussi parce que parfois, ce qu'on reproche souvent à Excel, c'est que c'est souvent quand le volume de données commence à monter ou bien le volume d'applications, même compléments téléchargés dans Excel commence à monter, ça commence à devenir lent, ça ralentit. Et c'est pour ça que beaucoup de gens migrent vers des solutions concurrentes jugées plus rapides, comme Tableau, Python, qui utilisent des codes de programmation. Mais Excel continue toujours à avoir une bonne place sur le marché parce que Excel se réinvente en permanence avec des versions qui naissent chaque jour. Là, il a presque fini d'ouvrir. OK. Je vais partager maintenant le nouveau fichier qui nous servira de base de travail. OK. Voilà un fichier qui est vierge totalement. Comme je disais tout à l'heure, pour avoir Power Pivot, il faut aller sur la fenêtre Power Pivot que voici. Power Pivot, pour ouvrir maintenant, pour regarder dans quelle zone notre base de données allait se stocker, il faut venir ouvrir ici ce qu'on appelle le modèle de données, la cube encore appelé. On clique dessus et il y a normalement une autre fenêtre qui doit s'ouvrir. Et c'est dans cette fenêtre-là, c'est dans cette fenêtre-là que vont aller se loger toutes les informations ou notre base de données. Donc, notre base de données ne va pas être affichée dans Excel natif sur lequel on va afficher notre tableau de bord. Notre base de données va aller s'afficher à l'intérieur du cube ou du modèle de données. Ça va permettre maintenant de libérer de l'espace sur Excel traditionnel sur lequel on va construire notre tableau de bord et d'aller plutôt occuper le cube là-bas à l'intérieur. Et c'est là-bas où on va faire les schémas relationnels et tout le reste, tout ce qui va être mis en place. Bien. Donc, on va voir. Bon, je voulais vous présenter le modèle fini. Bon, il s'est finalement ouvert. Le temps que l'autre s'ouvre, je vais vous présenter le modèle fini. Le modèle fini de l'autre, celui auquel on doit aboutir. Voilà. Ici, nous avons par exemple, nous avons vu tout à l'heure le tableau de bord finalisé auquel nous devons aboutir. Maintenant, je vous ai dit, la base de données a été insérée où? La voici. Voici les données sources. Les données sources, la base de données de départ, il y a quoi? Il y a la base de données, il y a les budgets, les données budget, les données calendrier, les données
Customer CRM, les données commerciaux, les données clients. Là, nous avons les données budget, nous avons la date, les clients, les commerciaux, le budget quantité. Ici, nous avons les calendriers. Là, nous avons les CRM, où il y a le code client, le code client, le nom des clients, la ville des clients, le type de client. Ici, nous avons les commerciaux. Ici, là, nous avons les noms, la région, les salaires des commerciaux et les ventes réalisées. Et là, nous avons par exemple les ventes réalisées. Là, ici, nous sommes en mode, là, on dit qu'on est en mode diagramme. On est en mode diagramme. Quand on est en mode diagramme, voilà ce qui s'affiche. Maintenant, on peut décider aussi d'afficher en mode... non, ici, nous sommes en mode données. Voilà comment ça s'affiche en mode données. En mode diagramme, pour voir le schéma relationnel, lorsqu'on clique ici en mode diagramme, il va nous permettre d'avoir accès au schéma relationnel. Je vais vous montrer le schéma relationnel tout à l'heure. Le schéma relationnel. Un peu de temps pour charger. Et après, pour qu'il ne nous perturbe pas, on va le fermer. Dès qu'on finit de vous montrer à peu près le rendu final. Après ça, on va je pense, le fermer pour pouvoir commencer à traiter le cas, le schéma relationnel auquel on doit aboutir. OK, il s'est ouvert. Voilà le schéma relationnel. Là, nous avons pu établir, donc ça s'inspire un peu des gestions de bases de données Access, où on établit les schémas relationnels entre les bases. Si on était par exemple dans Excel traditionnel, on aurait une autre base de données. Chaque feuille que nous avons vue là aurait constitué une base de données. Là, on aurait par exemple la base de données sur les ventes. On allait créer maintenant, il y a deux choses à faire. C'est souvent là, la difficulté qu'on a avec Excel traditionnel, c'est qu'on est obligé d'avoir une table de données qui est tellement grande, avec beaucoup de colonnes, où on est obligé de mettre toutes ces informations-là sur une même colonne. Ça, c'est ce qu'on aurait fait si on avait Excel traditionnel. On aurait cherché à mettre toutes les informations que vous voyez, c'est dans une seule table, et pour pouvoir générer après un tableau croisé dynamique et après peut-être un graphique croisé dynamique ou bien un tableau de bord. Mais ici, avec Power Pivot, on n'est plus obligé de le faire. Chaque base de données a sa propre table et on va établir donc des schémas relationnels entre les tables, des relations entre les tables. Et à partir de là, de ces relations, on va donc pouvoir générer des tableaux croisés dynamiques et puis les graphiques que vous avez vus au niveau le tableau de bord que vous avez vu présent plus tôt. Donc, ça, c'est ça le schéma relationnel. Et vous avez aussi, on a aussi à peu près une interface aussi, hein, comme Excel traditionnel, où on a la possibilité de générer ici des pivot tables. Pivot tables en anglais, c'est des tableaux croisés dynamiques. On peut générer directement des tableaux croisés dynamiques. On peut générer des graphiques croisés dynamiques. Plusieurs types de graphiques, y compris les graphiques aplatis. On peut importer les données de plusieurs sources, ce qu'on va faire tout à l'heure pour l'importation de données. On avait vu avec Power Query qu'on pouvait importer des données et pour pouvoir les stocker et traiter. Maintenant, ici, on peut aussi importer les données pour pouvoir effectuer tous les traitements que l'on veut. Bien. Maintenant, celui-ci est fait. Nous allons arrêter ce partage et maintenant, on revient sur notre fichier source de départ pour pouvoir commencer la modélisation. Maintenant, ce qu'on va faire d'abord avant de commencer, et vous voyez par exemple, voilà comment s'affiche notre fichier lorsque, au tout départ, il est vide. Vous avez vu notre modèle de données qu'on a ouvert tout à l'heure dans le cube. Le voilà qui s'est ouvert et il est totalement vide là. Maintenant, on va essayer d'importer des données de d'autres sources. Ici, à partir de ce niveau Get External Data. On peut importer des données de différentes bases, des bases SQL, des Access, from Analysis Service Power BI. On peut importer des données, des data services from Microsoft Azure, suggest related data from others. On peut importer des données from other sources. Et il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre pour nous préciser quelles sont les autres sources. Et généralement, on peut importer des données de tout type d'environnement, que ce soit du web, que ce soit un système de base de données, que ce soit des ERP existants, que ce soit des sources de données clients. On peut importer des données ici, par exemple, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure,
Microsoft SQL Server parallèle, Microsoft Access, Oracle, Teradata, Sybase, Informix, IBM DB2, Others, Microsoft Analysis Service Report from Microsoft Azure Marketplace, ainsi de suite. Tout ce qui nous intéressera ici, c'est Excel Files. Donc, on veut importer les données d'un fichier Excel. Donc, on va donc cliquer sur Next pour commencer notre importation. Après, une nouvelle boîte de dialogue s'affiche et on nous demande ici de quel Friendly Connection Name. Quel est le nom qu'on va choisir? On va peut-être dire vente. On va dire reporting des ventes, par exemple. Où est-ce qu'on va aller importer les données? On nous demande de choisir l'emplacement. On va browse ici. Ici, on va choisir l'emplacement où se trouvent des données sources. Donc, on est en train d'importer dans le cube, dans notre Power Pivot, pour commencer nos traitements. On va donc importer, on choisit donc, on va donc télécharger nos données ou les informations dans le fichier où elles se trouvent. Elle est en train d'être fait. On est en train d'ouvrir une boîte de dialogue s'ouvre. Une boîte de dialogue s'ouvre maintenant dans notre ordinateur où les données sont stockées et on va aller les importer. Voilà. Ici, nous avons notre source. On attend qu'elle s'ouvre correctement. OK. Source, importation de données brutes. C'est ça notre base de données. Nous allons donc importer. On lui dit donc ouvrir. Les données sont, le lien est fait. Maintenant, on va lui demander de tester la connexion. Pour tester vraiment si une connexion a été établie entre notre Power Pivot et les données sources. Il est en train de tester la connexion, s'il a été établi. Et il va nous répondre en nous disant, please wait. Il est en train de vérifier le lien de connexion pour lui savoir s'il a pu établir le lien entre notre Power Pivot et les données où elles sont stockées. C'est ça ce qu'il est en train de faire. Test connection succeeded. Donc, le test de connexion a été succès. OK. Maintenant, on dit use first row as column header. Oui. Et après, on nous dit ici, on va cliquer sur Next. Next, ici, il nous fait d'abord, il nous affiche une prévisualisation. Dans l'intro que j'ai fait tout à l'heure, on a dit que Power Pivot permettait, par exemple, de faire des modifications au moment de l'importation. Au moment de l'importation, ici, vous voyez, par exemple, il nous propose l'ensemble des tables qui sont disponibles dans notre fichier, notre base de données de départ. On a la table budget, la table calendrier, la table CRM, la table RH, la table vente. Power Pivot nous donne la possibilité ici de choisir d'importer une ou toutes les tables. Si par exemple, je veux utiliser uniquement dans mon modèle de données uniquement la table budget, je ne suis pas obligé de télécharger l'ensemble des tables. OK. Power Pivot nous donne la possibilité de prévisualiser. On va sélectionner par exemple la table budget. Preview, filter. Il nous donne la possibilité, je clique sur Preview, c'est-à-dire de visualiser au départ pour être sûr. Est-ce que c'est vraiment cette table-là que je voulais? Est-ce qu'il y a toutes les données? Vous voyez, il nous donne la possibilité, la table déjà est prévue. Il nous donne la possibilité, avec des filtres, de décocher certains, de choisir peut-être de cocher ou de décocher certains champs. Si je veux pouvoir travailler uniquement sur certains champs, il nous donne la possibilité de le faire. Vous montrer un peu la puissance de Power. Oui, maintenant, je dis,
Je choisis les deux ici et je lui dis encore, prévisualise-moi ça pour être sûr si c'est ça que je veux ou pas. Il me présente les deux et là, je peux être choisi maintenant aussi si je veux certains champs ou si je veux annuler d'autres champs. Or, mais moi, ce que je veux tous les champs dont je veux lui demander de m'importer et je peux encore lui demander de prévisualiser tous les champs que j'ai choisis et il me montre à peu près tous ces champs-là. Après, je peux donc lui dire, télécharge-moi, je lève tous, télécharge-les dans le cube de Power Pivot. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est donc en train de télécharger l'ensemble de ces tableaux-là dans Power Pivot. Et le téléchargement a été fait convenable correctement. Et je mets donc fermé. Toutes les informations sont déjà chargées dans le cube. Et dans la version, la fenêtre Excel, il n'y a rien qui est visible. On verra tout à l'heure, avant de commencer, de construire notre tableau de bord. Il n'y a rien là-bas, rien du tout. Voilà, tout est dans le cube ici. Voilà l'ensemble des données. Voilà, nous avons donc ici, on va voir un peu. Voilà, nous avons donc budget qui est là, la table budget, la table calendrier, la table CRM, la table RH ou encore commerciale, on peut la renommer. Okay. La table vente. Voilà. Et vous voyez vous-même que les zones sont séparées. Il y a la zone ici, où il y a la zone où il y a les informations. Et après, il y a une barre, il y a la zone du bas. La zone du bas, c'est pour permettre de faire des calculs. Power Pivot aussi permet de faire des calculs sur des tables de données pour optimiser un peu la modélisation. Et cette vue, on appelle cette vue la vue donnée, data view. Et il y a également la vue diagramme. Si je clique sur data view, diagramme view ici, il va m'afficher une nouvelle vue qui est la vue diagramme où on peut établir les relations entre les tables. Vous voyez ici, par exemple, qu'à présent, il n'y a aucune relation entre les tables. Il n'y a aucune relation. Toutes les tables sont isolées. Voilà. OK. Super. Ça, c'était, et on peut revenir par exemple ici à la vue donnée. Maintenant, ce que l'on demande, c'est de pouvoir commencer à construire notre tableau de bord. On a déjà pu charger nos informations, notre base de données sur le cube, dans le cube. Mais avant de commencer, on va d'abord repartir pour regarder un peu notre tableau de bord. On va un peu repartager notre... Ici, vous voyez par exemple, voilà donc la fenêtre de départ d'Excel. La fenêtre de départ d'Excel, elle est totalement vide. Vous avez vu vous-même que tout ce que l'on a fait comme traitement tout à l'heure dans la fenêtre Power Pivot dans le cube, quand on revient sur la fenêtre traditionnelle d'Excel, il n'y a rien. Rien n'est visible là. Mais pourtant, toutes les informations sont déjà stockées dans le cube. Et le cube, on peut l'obtenir, si on clique ici, on va l'avoir. Maintenant, on peut donc, l'objectif est de venir donc construire notre tableau de bord à partir des informations qui sont dans le cube. On va venir d'abord ici, on va écrire d'abord tableau de bord.
Oui. Après, on va d'abord écrire, on va filmer d'abord l'exemple auquel on doit aboutir. On va un peu faire une capture d'écran de l'exemple pour nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie et qu'on est en train de construire quelque chose qui va correspondre à la réalité. OK. Là, on a fait une petite capture d'écran. On va gommer tout ça et pour s'assurer que on garde à vue d'œil, que l'on ait toujours des visus, le rendu final auquel on doit aboutir. OK. OK. Voilà le rendu final auquel on doit aboutir. On doit aboutir à ce tableau de bord. On va commencer à construire d'abord ce tableau ici. Ce tableau-ci, ce n'est rien d'autre qu'un tableau croisé dynamique. Et on a un tableau croisé dynamique ici qui va nous présenter les ventes par région. Nous avons ici des slicers. Nous avons ici d'autres indicateurs. Et ici, nous avons les ventes par région en graphique, les ventes par budget et mensuel. Nous avons les top 3 produits les plus vendus et les top 3 clients ayant réalisé le plus grand nombre de ventes. Ça, c'est ce que l'on doit pouvoir réaliser, matérialiser ici. On va donc commencer là. Par exemple, on veut mettre notre premier TCD. Mais comment le construire? On est donc obligé de repartir encore dans notre cube. Dans notre cube, on repart là-bas. On va dans le cube. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas capable de construire. Quand on est dans le cube, par exemple, nous sommes là en mode données. Le tableau de bord, par exemple, nous sommes sur l'onglet vente. Ici, ce qu'on sait, par exemple, c'est que lorsque j'ai une table de données, il suffit seulement de venir dans la base de données, cliquer sur la base de données et venir ici dans Pivot Table, choisir le Pivot Table que je veux et aller réaliser ce que l'on veut. Mais la difficulté ici, c'est que là, j'essaie, par exemple, je vais le faire, hein, on va voir un peu ce que ça va donner. Quand je dis ici New Worksheet, je choisis un peu New Worksheet. Non, je dis Existing Worksheet, oui. Et on dit d'aller choisir où est-ce qu'il va aller. Je vais choisir dans le tableau de bord où je veux le mettre. Le voilà. Et je clique. Et je clique. J'ai créé le tableau de bord. Bon, pas le tableau de bord, le tableau croisé dynamique. Mais maintenant, quand je viens ici, je regarde. Ça m'a mis les tables budget, ça m'a mis les tables calendrier commercial. Ce que je veux, par exemple, ici, je veux prendre un exemple. Je veux les commerciaux. Je viens ici, par exemple, je prends les noms, je mets là. Ça m'a affiché les commerciaux. Mais maintenant, je veux les ventes. Je veux les ventes réalisées par commerciaux. Ou je veux même d'abord les régions. Les régions sont... oui, pour les régions, je mets en colonne. Mais maintenant, je veux les ventes réalisées par commerciaux. Pour les ventes, je prends les chiffres d'affaires. S'il vous plaît, je crois que c'est figé. Je ne sais pas si c'est Et chez moi ou c'est figé. C'est à moi que vous vous adressez? Oui, on ne voit Oui, pas ce que oui, vous êtes en train de faire. oui, oui. Donc, vous voyez, par exemple, est-ce que vous suivez avec moi?
En fait, à un certain moment, c'était Oui, figé, 5 sur donc 5. on ne pouvait pas suivre. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Non, non, on voit uniquement le L'écran, tableau de la base de l'écran données. était figé, donc on ne voyait pas les mouvements. L'écran était figé. Bon, je pense. Lequel des écrans vous voyez? Est-ce que vous voyez le tableau croisé dynamique que je suis en train de faire? Non, Non. Ok, je comprends. C'est parce que comme je suis en train de naviguer entre deux, vous voyez la table du modèle de données Power Pivot, c'est ça, non? Oui, tout à fait. oui. La table des ventes, oui. C'est parce que comme je partage l'écran, le Zoom ne permet pas de partager les deux écrans en même temps. Bon, ce que je fais, c'est que je bascule sur le deuxième écran pour que vous voyez ce que je suis en train de faire là-bas. Je suis en train de partager je suis en train de partager le Merci. Excel lui-même, puisque là, je suis quitté de Power Pivot, la fenêtre Power Pivot pour revenir sur la fenêtre Excel. Et là, je vais vous montrer ce qui s'est créé. Ce qui s'est fait, c'est que, bon, je reviens, hein, j'enlève juste ce qu'on a fait là. Je vais enlever tout ce qu'on a fait pour qu'on revienne tout au début, pour vous montrer un peu ce qu'on était en train de faire. Voilà, par exemple, lorsque je me suis placé sur la fenêtre de Power Pivot et j'ai créé un tableau croisé dynamique. J'ai demandé que le tableau croisé dynamique vienne se placer ici, dans cette fenêtre tableau de bord, il s'est placé là. Mais maintenant, je veux commencer à mettre des champs. Je viens d'abord ici. Quand je regarde les différentes fenêtres, quand je regarde la liste des champs, ici, nous avons la liste des champs budget, calendrier, commercial, CRM, vente. Maintenant, je dis, je veux le commercial. Je viens ici, je clique dans commercial et je choisis les noms, je mets dans les lignes, il apparaît là. Après, je choisis les régions, je mets dans les colonnes, il apparaît là. Et je viens maintenant dans l'autre, au niveau des ventes, pour choisir les ventes réalisées, donc les chiffres d'affaires. Je choisis, je le mets là. Il apparaît ici, mais il y a quelque chose qui m'appelle, un message qui s'affiche ici. Relationships between tables may be needed. Il me dit ici que il faut pouvoir établir les relations entre les tables pour pouvoir réussir à réaliser ça. Vous voyez un peu? Parce que là, je suis en train de travailler avec deux tables, mais qui ne sont pas reliées. C'est pour ça que je vais donc revenir dans mon modèle de données pour résoudre ce problème. Je vais donc revenir dans le modèle de données. Le modèle de données n'est pas visible ici. Donc, je suis obligé, vous voyez, c'est ça que je suis en train de vouloir construire. Vous voyez, bon, je ne peux pas, ici, c'est juste une capture d'écran, donc ça ne peut rien voir. Donc, quand j'arrête ce partage, je reviens encore sur la fenêtre du modèle de données pour résoudre ce problème, sur le Power Pivot. Pour résoudre ce problème-là, et pour pouvoir résoudre ce problème, je dois me mettre en vue diagramme. Je viens donc, je clique sur la fenêtre là, je vais vue diagramme, je clique, et vous voyez donc que les tables ne sont pas reliées pour permettre, parce que ce qu'on est en train de demander à Excel de faire, c'est que qu'il aille me faire un tri, qu'il aille me faire un tableau on était sur les ventes, mais sur les ventes, je lui disais, affiche-moi par commercial et par région les chiffres d'affaires vendus. Vous voyez que dans la table vente, j'ai ID, j'ai les dates, j'ai le numéro de client, le numéro du commercial, j'ai le produit, j'ai le chiffre d'affaires, j'ai les quantités. Mais ici, je n'ai pas les noms des commerciaux. Je n'ai pas les régions. Donc, pour avoir les noms des commerciaux, je suis obligé de venir ici dans le champ. Bon, moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as partagé la base de données? Je suis obligé de venir ici dans le champ commercial. C'est là où je vois nom des commerciaux, je vois les noms et je vois les régions. Donc, je suis obligé d'utiliser deux tables. Mais pour pouvoir utiliser les deux tables, il faut que les tables soient liées. Et c'est donc ce que l'on fait ici. On va donc lier les tables par les champs identiques. On voit la table budget, il y a le champ date. Ici, il est là, je clique dessus et je tire. Je viens ici et j'établis une liaison. La liaison a été établie entre le champ budget et le champ calendrier.
parce qu'il y a avec un élément commun qui s'appelle la date. Après, je viens encore ici, je dois établir une liaison entre le champ budget et le champ. Je n'ai pas le temps de tout vraiment expliquer dans les détails, hein, donc vous m'excuserez pour ça. Il faut établir la liaison. C'est un peu ceux qui ont fait un peu de Access. C'est un peu ces schémas relationnels. Il faut qu'il y ait une communication entre les différentes tables pour que dès que je veux lui demander ici, affiche-moi ici le nom du commercial avec la région, il va aller prendre là-bas, il établit le lien et le chiffre d'affaires correspondant, il me l'affiche. C'est ce qui va se passer. Ici, j'établis le lien, il y a la date client. Je vois ici commercial number, je vais le prendre et je vais essayer d'établir le lien là. Je pense qu'il va prendre. Il a établi le lien. Ici, je vais établir le lien, j'ai date, j'ai commercial, mais j'ai commercial number, je vais le prendre là, puisque je n'ai pas date, je fais ceci. Il a pris. Et maintenant, je vais établir le lien entre le calendrier, ici et ici. Quel est le lien? Est-ce qu'il y a une liaison? Client number, je ne vois pas de liaison. Je vais établir une liaison entre ici, CRM, et ici. Est-ce qu'il y a une liaison client number? Je vois client number. Voilà. Donc, les liaisons se font avec des données identiques. Voilà. Mais maintenant, est-ce que je peux établir une liaison entre budget et ici? Je vois date, j'essaye. On va essayer. Je clique et je viens là à date. J'essaye. Pouf, on me dit, the relationship cannot be created because each column contains duplicated values. Select at this one. Donc ici, on dit, on ne peut pas, les relations, le schéma relationnel est fait souvent sur des relations de 1 à plusieurs. Alors qu'ici, nous avons des relations de plusieurs à plusieurs. Au niveau budget, nous avons plusieurs dates et au niveau vente, nous avons plusieurs dates. Et il ne réussit donc pas à établir ce schéma relationnel. Ici, nous avons pour calendrier, nous avons peut-être une date qui correspond à plusieurs budgets, alors qu'ici, nous avons plusieurs budgets pour plusieurs dates, il ne peut pas prendre. Donc maintenant, voilà au moins le schéma relationnel. Est-ce qu'on peut faire le schéma relationnel entre calendrier et date? Essayons de voir. Il a pris. Maintenant, on va donc, une fois que l'on a donc réussi à faire ce schéma relationnel, dans la vue diagramme, on va revenir maintenant sur notre fenêtre Excel pour pouvoir mettre à jour notre tableau croisé dynamique en espérant qu'il a pris en compte ce qui a été fait comme relation. On revient donc sur notre fenêtre Excel. Et vous voyez que, bon, on recommence ce qu'on faisait. Ici, c'est qu'il était donc question de prendre d'abord les commerciaux, par nom, on mettait là, par région, on mettait là, et après, il fallait venir prendre les ventes, chiffre d'affaires, on mettait en valeur, et on a donc ça, et vous voyez, ça n'affiche plus un besoin d'aller mettre les relations sont automatiquement mises. Et là, maintenant, pour ressembler maintenant à ce que l'on a ici, on va mettre vente, commerciaux, région. On va venir changer les noms là. Vente. Commercial. Ici, région. Là, nous avons notre TCD. Maintenant, notre premier TCD est fait et il faut s'assurer également que le TCD, que les colonnes ne changent pas au fur et à mesure qu'on va faire des modifications. Donc, on peut faire Pivot Tables Options et on lui dit ici, Audit Column Without Update. OK. C'est bon. Maintenant, on va venir construire donc le deuxième. Le deuxième, c'est qui? Le deuxième, ce sera... ça, on peut faire ça facilement. On va construire le graphique ici. Les ventes par région. Pour avoir les graphiques ventes par région, on va également revenir encore sur notre vue modèle de données pour pouvoir aller créer un autre tableau croisé dynamique ou bien un graphique croisé dynamique parce que vous avez vu ici, on a la possibilité de créer directement un graphique croisé dynamique.
Et là, nous revenons ici dans notre vue. Nous sommes ici dans la vue diagramme. Et là, nous revenons dans la vue donnée. Les ventes, on clique sur une cellule ici et on vient là. Là, nous avons Pivot Table, Pivot Chart. On clique une fois sur Pivot Chart. New Worksheet, Existing Worksheet, j'ai dit oui. Je clique sur la fenêtre là pour que ça aille choisir. Où est-ce que je veux mettre ça? Et je vais aller choisir en dessous. Ce n'est pas visible, mais vous allez le voir tout à l'heure. Je valide. Je valide. Le tableau, c'est le graphique qui est apparu. Voilà. Maintenant, je vais juste changer pour que vous puissiez suivre avec moi. Voilà. J'ai le graphique croisé dynamique qui est apparu. Et là, ici, ce qu'on va faire, parce que ce que l'on veut designer, c'est les ventes par région. Donc, on va mettre les régions. Les régions, c'est le commercial, je crois. En ligne, je pense. Les ventes réalisées, on va les mettre en valeur. Voilà. Donc, là, nous avons notre tableau. Ces valeurs-ci, on n'a pas besoin d'elles. On peut lui demander de nous enlever ça, puisqu'on va mettre des segments qui vont faire objet de filtre. Ici, on peut lui demander de nous mettre des data labels. On peut lui demander de nous mettre là le titre. Vente par région. On change un peu. Bon, là, je ne vais pas faire vraiment de mise en forme hein, parce qu'on n'a pas le temps pour ça. C'est pas ça. D'accord. Total ici, ça, c'est pas nécessaire. Ceci aussi, ce n'est pas nécessaire. Et on a vente par région, je crois que c'est ça, ici, qu'on devait réaliser. À partir de notre PowerPoint, on essaie de diminuer tout ceci. Et on peut mettre ça par, on peut faire un tri par ordre croissant. Voilà, pour qu'il ressemble exactement à ce que nous avons. OK. Maintenant, celui-là est fait, il faut construire aussi celui-ci. Let's go, intéressant. Là, c'est vente versus budget mensuel. Ça veut donc dire qu'il faut revenir encore sur notre modèle de données. On ferme. Et là, nous sommes revenus sur notre modèle de données. On veut d'abord les ventes. Les ventes, on va prendre d'abord notre graphique. On va encore construire un graphique croisé dynamique à partir d'ici. On va dire pivot chart. Yes. Existing worksheet, j'ai dit oui. On va le mettre où? L'endroit pour le mettre est déjà choisi. On fait OK. On fait OK. Là, nous l'avons déjà. Existing worksheet. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je voudrais qu'on le fasse ensemble. Malheureusement, Excel, Zoom ne permet pas de naviguer sur deux fenêtres. On est obligé toujours de faire cette petite gymnastique.
Voilà. Donc, une fois, j'ai donc créé ce deuxième chart et je veux donc prendre, on veut ici, en ligne, je veux les périodes, les dates et les ventes. Donc, je viens là, je regarde dans les dates des ventes, on est là, je choisis là, les dates et les chiffres d'affaires pour les ventes. Et je veux pour les ventes, j'ai déjà pris les dates et je veux les chiffres d'affaires. On est là. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, on va faire sur ce graphique-ci tout à l'heure. Ici, maintenant, ça c'était pour les ventes. Mais ce que je veux aussi, ce sont les budgets. Je viens donc ici, je regarde aussi. Sur les budgets, je dis donc je veux les budgets, chiffre d'affaires de budget, je prends, je viens là. Je pense que ça a pris. Voilà. OK, vous voyez donc ici. Donc, je lui ai donc demandé d'essayer de prendre aussi les budgets. Et là, ce qu'on peut faire aussi, c'est que je peux venir changer le type de graphique. Je mets un peu une courbe. Non, je ne veux pas faire ça. C'est d'abord. Ici, il me dit d'abord, relationship between tables may be needed. On me dit ici que, oh, comme j'ai pris la table de budget et la table des ventes, les deux ne sont pas en relation. Donc, il faut d'abord pouvoir établir une relation entre les deux pour que ça marche. Si les deux ne sont pas en relation, je suis donc obligé de revenir encore sur mon graphique. Je suis obligé de revenir encore sur mon graphique pour effectuer certaines modifications, sur mon modèle de données pour effectuer les modifications pour que ça puisse marcher. Donc là, on revient donc à la base avec une fonctionnalité importante sur Power Query, on appelle ça établir les hiérarchies pour pouvoir solutionner ce problème. On va revenir là-dessus. Comme je disais, c'est vraiment un cours introductif. Donc, ceux qui souhaiteraient aller plus loin, il faudrait vraiment aller faire beaucoup de travail encore pour pouvoir assimiler pas mal de choses. Au niveau de la table vente, est-ce qu'il y a encore des choses à toucher sur la table vente? Je pourrais dire, venons un peu en modèle diagramme. Oui, on peut le faire en modèle diagramme. Au niveau de la table vente, c'est vrai qu'ils avaient déjà créé une petite hiérarchie ici, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux. On va en supprimer ça. C'est ça la particularité aussi de Power. Vous avez vu qu'il crée lui-même des tables ici. Les tables ici n'étaient pas là au départ. Elles ont été créées, mais je vais les enlever. Et il y a quelque chose de spécifique que l'on va faire. Il faut pouvoir établir une hiérarchie pour que ça marche. OK, je vais supprimer ces tables-là et je reviens en mode diagramme. Ici, je viens donc au niveau de la date, je vais établir une hiérarchie au niveau de la date. Create hiérarchie, je crie là. Voilà, et il y a un nouveau champ qui apparaît et je mets en bas calendar. Le nouveau champ est apparu et après ce nouveau champ, je vais venir ici, design, et je lui dis, je veux qu'il transforme ce champ-là en table, en une nouvelle table, ici. Nouvelle table calendar elle a été créée à partir du champ date. Parce que l'objectif pour moi, c'est que je veux pouvoir dissocier les dates en plusieurs typologies, c'est-à-dire date, mois, année. Vous avez vu par exemple ça. Est-ce que ça peut s'établir la hiérarchie? Dans la date, la date peut être soit la date tout, ça peut être l'année, ça peut être le mois, ça peut être le mois,
Ça peut être également la date, le week, la date hiérarchie. Vous avez vu, ça a mis la hiérarchie. C'est un peu comme dans l'organigramme. Il y a la hiérarchie, il y a l'année, le mois, la date, ainsi de suite. Et vous voyez que c'est également venu créer ici, quand je reviens dans le mode données, c'est également venu créer une nouvelle colonne que voici ici, là. Nouvelle colonne. Et quand je reviens donc ici, il faut pouvoir, donc comme j'ai donc pu établir ça, il faut pouvoir établir de nouvelles relations avec cette nouvelle table. Vous avez vu ici, par exemple, que on ne réussissait pas à établir. La relation n'était pas franche avec ça. Mais maintenant, quand on va pouvoir établir ça, on va le prendre là. Au calendar. J'ai mis un lien. Et puis, je vais prendre la table budget commercial. Ne peut pas être lié à ça, non. Client, ça. Voilà, ça. Je vais prendre maintenant la table date ici. La relier à ça. Et transporter ça, le ramener ici. La table calendrier, s'il n'est plus important, ne sert plus à rien. Parce qu'elle était liée à ça. Or, la table calendrier est déjà liée à ça. Elle était liée également au budget. La table calendrier est déjà liée au budget. Et l'avantage de la table calendrier, c'est qu'on a pu établir la hiérarchie entre les trois pour pouvoir faciliter le schéma relationnel. Donc, cette table-ci, je peux déjà la supprimer. Et vous voyez qu'au moment où je réalisais l'importation des données dans Power Pivot, j'aurais pu ne pas importer la table calendrier et venir la générer ici lorsque j'allais établir la hiérarchie. Vous voyez donc une particularité de Power Pivot, c'est qu'il permet même de créer de nouvelles tables lorsqu'on en a besoin lors des opérations qu'on va faire sur les calculs. On dit delete, supprime-moi ça. Supprime du modèle, il a supprimé et maintenant on va pouvoir travailler uniquement avec cette nouvelle table calendrier. Et on va maintenant revenir dans notre modèle, dans notre Excel. On ferme ce partage et on ouvre un nouveau partage. On revient sur notre table. Là. On revient là. Voilà. Et vous voyez que ici, quand on partage, oui, il y a toujours tout ça qui apparaît. Pourquoi ça apparaît? Parce que il faut pouvoir enlever d'abord tout ce que l'on a fait. Enlever ça. Enlever tout ça. Enlever tout ça. On revient à zéro. Maintenant, ce qu'on voulait faire, c'était d'abord quoi? Mettre ici les dates. Le champ date doit être pris où? Dans calendar. Dans le nouveau calendar que l'on a, que voici. Non. Je crois que c'est ça. Non, c'est date mois. Ce n'est pas une simple date. C'est dans date mois. OK. Monte. Et après monte, on va donc prendre dans les commerciaux, on va maintenant prendre chiffre d'affaires. Et la mine, et ici maintenant, quand on va prendre budget, et qu'on va remettre dessus. Et vous voyez, il a reconnu parce qu'on a pu prendre une valeur qui est liée entre les deux. On a pu établir une hiérarchie. Et il sait donc que lorsqu'on lui demande d'aller récupérer, oui, vous aurez la vidéo, la session est enregistrée. On a pu récupérer et il a donc pu établir le lien. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut donc maintenant venir ici modifier le type de graphique. Clic droit, Change Series Chart, on le met en line et le voici, on lui dit, mets-moi plutôt celui-ci.
Et le voilà qui a donc pu établir le lien. On dit ceci, je n'ai pas envie de les voir. Ici, je lui dis, mets-moi ça. Mon diagramme. Je voulais mettre ceci. Voilà, la légende. Mets-moi la légende au-dessus. Top. Mets-moi un titre. OK. Et le titre ici, c'était quoi? C'était vente versus budget mensuel. Voilà. Voilà. Je crois que c'était ça la particularité de ce graphique. Vente versus budget mensuel, c'est ça. Maintenant, ici, quand on revient donc là, on peut donc mettre les segments que l'on a vus là. Ces segments-ci, les segments qui peuvent être construits à partir de notre TCD. Le TCD que voici là. Les segments, pour ceux qui ont fait Excel quand même, c'est des choses qu'on connaît. On vient donc ici, dans Design, et on dit ici, en Analyze, je veux dire plutôt, Insert Slicer. On lui demande d'insérer Slicer. Insérer Slicer quoi? L'année. Date. C'est quoi? C'est quelle date? Non, ce n'est pas cette date-là que je veux. Insère-moi le slicer. Nice. Je veux la région. Oui. Je veux le nom du commercial. Mon field. Je veux essayons déjà de prendre les deux là. Oui, je veux les commerciaux. Je veux la région. Donc, on regarde ici. On a les noms des commerciaux des régions. Je veux les clients. Je veux les dates en mois et en année. OK. Ici, on met les noms commerciaux. On va diminuer un peu tout ça, tout ceci. Non, client. Après ici, Analyze. Insérer un segment. Non, client. OK. Ici. On lui demande ici de nous mettre 100 en 2. Voilà. Excellent. Ici, là. Et après, le dernier slicer, c'est date. Non, non, j'ai pris ça deux fois. C'est pas lui. C'était plutôt non client. Client, où est-ce que je le trouve? Nouveau client, commercial, client. Non client. Ah, OK, OK, OK. Bon, je pense que pour avoir les noms clients, il va falloir aller créer ce champ. Il va falloir aller le créer. Bon, quand on va revenir sur le modèle de données, je vais créer ce champ. Mais maintenant, ici, choisissons d'abord date. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense qu'il faut faire une mise à jour. Fetch.
OK, on reprend. Set license. Je voulais les champs date. Ah oui, all. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi je voyais pas ça. Je veux les champs date, mois, année. Oui. Client, nom. Voilà. Voilà. On ça ici. Client, nom. On est là. Et il faut lui demander ici de ne pas afficher les champs leader. OK. Moi. On peut afficher les champs leader. Mettre ça en plan. Et ne pas afficher les champs leader. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire encore ici, c'est de mettre ces champs calculés ici, c'est-à-dire chiffre d'affaires, budget et puis les ventes. On vient donc dans notre modèle de données. On vient dans notre modèle de données ici. Modèle de données. Oui, vous pouvez l'utiliser pour suivre les indicateurs d'un projet santé. Il n'y a pas de souci, hein. Ça s'utilise dans tout type de domaine. Il n'y a pas de souci pour ça. Je reviens donc sur notre modèle de données. Modèle de données, on revient dans la vue modèle de données ici. Voilà, quand on revient dans la vue modèle de données, on met la vue diagramme et on revient. On revient ici maintenant pour les indicateurs que l'on va pouvoir créer. Ce qu'on va faire d'abord, quand on vient dans vente, on va d'abord calculer le total des ventes. Total des ventes, ici, nous avons les chiffres d'affaires. On peut le calculer directement et c'est là où on parle des fonctions DAX. Data Analysis Expression. Ça peut se calculer directement ici par les fonctions somme. Ce qu'on veut, c'est une somme de chiffre d'affaires. On appelle encore ça, à Excel, on appelle ça la somme automatique. Et vous voyez la syntaxe que ça nous donne ici. On peut dire par exemple ici, total vente. Et là, nous avons le résultat ici. Sur les fonctions DAX, on reviendra encore dessus la semaine prochaine lorsqu'on parlera de Power BI. C'est vraiment assez vaste. On n'a pas le temps de nous étendre dessus pendant longtemps. Oh, oh. Voilà, total vente, ça c'est le chiffre d'affaires total. Et après, on peut aussi avoir le nombre de ventes, un indicateur qui nous a aussi demandé. Pour avoir le nombre de ventes, on vient un peu dans la somme automatique. On va faire count. Compte de chiffre d'affaires. Et on va dire ici, nombre de ventes. NB vente. Et on vient ici et on obtient la valeur qu'on a, 120. Un en haut, donc il faut changer le format. On met en général et ça nous donne le nombre de ventes. Ça fait 120 ventes. Après, on a aussi demandé d'avoir le total budget. On vient aussi dans la fenêtre budget pour avoir le total budget ici. Pour appliquer la même formule, somme automatique. Et je peux appeler ça ici total budget.
Et là, tout ce que vous voyez là, ça, ce sont des fonctions d'axe. Ce sont des exemples de fonctions d'axe. OK, on met en euros. Bon. Voilà. Maintenant, donc, à partir de là, pour pouvoir ressortir les indicateurs, là, on va créer donc des tableaux croisés dynamiques. On vient d'abord dans le formulaire vente et on vient donc sur ici. Oh, ça encore fait ça. On vient là et on dit ici pivot table et on va choisir ici pivot table, tableau croisé dynamique aplati. On va cliquer dessus. Existing worksheet. On va choisir à peu près worksheet existing. On lui dit viens le placer là et mets-le là-bas. On va aller voir ce que ça va donner. Je fais au moins le premier pour que vous voyez un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Une fois que je suis allé créer le tableau croisé dynamique, c'est venu créer une fenêtre TCD ici. Et maintenant, je dois choisir les valeurs. Là, c'était total vente, c'était sur les ventes. Puisque vous avez vu que c'est une fois que j'ai créé un calcul là-bas, c'est ça qu'on appelle les champs calculés. Quand j'ai créé un calcul, c'est venu créer un nouvel champ ici. Vous voyez, FX, total vente. Je le sélectionne seulement, je le mets en valeur et il apparaît ici. Total vente. Le voilà. Et je vais faire la même chose aussi euh, je vais faire la même chose pour avoir également le total budget et le nombre de ventes avec des champs que j'avais déjà calculés dans le modèle de données. Donc, je vais venir dans le modèle de données. Dans le modèle de données, je vais aller sur le champ budget, le total budget qu'on avait calculé là déjà, et je vais simplement lui demander de faire un tableau croisé dynamique aplati. Existing worksheet, je lui dis de venir le mettre ici. Je dis OK. Et je dis OK. Et après, ce que je fais, c'est que je viens donc ici au niveau budget. Et il y avait aussi, le champ, c'est aussi créé total budget. Je le mets là et il apparaît. Je le centre. Je mets entre. Je veux ici. Je le mets. Et après, le dernier qui reste, ce sera le nombre de ventes. Pour avoir le nombre, je fais aussi la même chose. Je viens toujours dans le modèle de données. Sur le champ vente. Je viens aussi créer un tableau croisé dynamique aplati. Il le crée là, il le met là. Et je viens là dans les ventes. Je choisis le nouveau champ calculé. Il met là. Et le voilà. Qui est là. Nombre de ventes. Voilà. Donc j'ai déjà le nombre de ventes. J'ai ça, j'ai ça. Et j'ai pas voulu utiliser quand vous voyez CA, YTD. C'est pratiquement la même chose, mais ici c'est un peu plus compliqué parce que ça utilise des fonctions d'axe. Donc on n'a pas assez de temps pour commencer à parler des fonctions d'axe. Là, ça va donner les mots de tête. Donc ça, voilà les trois. Ce qui nous reste à faire, c'est essentiellement les 3C. Pour les 3C, ça va être un peu compliqué parce que ça utilise beaucoup de fonctions d'axe. Mais on va faire on va faire quelque chose d'un peu, on va tricher un peu. On va venir un peu, on va mettre simplement
là, comme on n'a pas le temps, on va mettre simplement la formule. Donc, on va revenir encore sur le modèle. Quand je viens en mode diagramme, et vous voyez vous-même que en mode diagramme, vous voyez les champs. On a travaillé par exemple sur le champ budget. Et vous voyez que total budget apparaît ici. Le champ calculé est apparu normalement dans notre nouvelle rubrique. Au niveau vente, les deux champs calculés, total vente et nombre de ventes, ont apparu directement ici. Là, je reviens dans la vue diagramme. Ce qu'on veut, c'est ici, on veut le top 3. Le top 3 produits. Bon, pour le faire, on veut le top 3 produits et on veut le top 3 clients. Ce qu'on va faire donc, comme on n'a pas assez de temps, on va venir prendre est-ce qu'on va réussir à t'ouvrir, toi, cher? Espérons-le. On va venir prendre déjà la syntaxe parce que ça utilise les fonctions DAX et on n'a pas le temps de s'appesantir et longuement sur les fonctions DAX. On va donc prendre le top 3 ventes produits. On va simplement prendre la syntaxe. CTRL-C. Et revenir ici. Top 3 produits. Mettre là. On vous montre simplement à quoi ça correspond. C'est une fonction DAX. C'est déjà un peu de programmation. Et qu'on va simplement améliorer. On va simplement améliorer. Là, nous voyons par exemple total vente produit, top 3 ventes par produit, va rencontrer cette valeur vente produit. Ça correspond à quoi dans notre cas? Vente produit, est-ce qu'on a cette syntaxe? On va essayer de la réécrire. Est-ce que vente produit, il y a ça? Vente produit, oui, nous l'avons, donc on peut le laisser. Après, ici, c'est à chiffre d'affaires, somme vente, nous ne l'avons pas, donc on va l'enlever. On va plutôt mettre total vente. Total vente, il apparaît. Et après, total vente, il y a vente produit. Et après, ici, total vente. En contexte. Ça charge la formule. Et on regarde le résultat que ça nous a donné. On agrandit là. Et ça nous donne un résultat et qu'on met au bon format. Format monétaire, en monnaie euro. Voilà. Et ici, on enlève simplement les décimales. Voilà. Maintenant, ça c'était top 3, vente produit. Et il faut maintenant le top 3, vente par client. Je reviens toujours sur. Je vais prendre un peu de tricherie dans top 3 ventes par client. Je vais prendre la formule. Je reviens dans mon modèle. Par au pivot, je le mets. Je change vente non client. Est-ce que nous l'avons? Vente. Vente client numéro, vente. On n'a pas le champ vente non client, donc on va prendre vente client numéro. OK. Après, nous avons total vente. OK. Après, nous avons vente client numéro.
Et après, on termine par total vente. Voilà. Voilà. Nous avons donc, on met seulement au bon format. On équerre. On enlève les décimales. Voilà. Nous avons donc les top 3 ventes et nous devons l'appeler maintenant au niveau de notre tableau. Et maintenant, nous prenons donc chacun, top 3 ventes produits, top 3 ventes clients, on clique dessus et on vient, on lui dit pivot table, tableau croisé dynamique, on va nous le créer où? Dans un existing worksheet, on va le chercher. Tableau croisé dynamique, viens le mettre où? Viens le mettre ici. Au moins, viens le mettre là. OK. OK. Donc, on vous montre un peu ce que ça donne pour le premier. Là, nous avons notre tableau croisé dynamique. On vient donc ici pour pouvoir l'obtenir. Nous avons ces ventes produits, je crois. Vente par produit. Donc, nous allons prendre les produits. OK. Vous voyez, top 3 ventes par produit. Nous le prenons, nous le mettons en valeur. Ça donne maintenant les produits. Ici. Les produits. C'était quoi? C'était, on regarde le modèle pour pivot. Qu'est-ce qu'on a pris dans la syntaxe? Vente produit. Total vente. Je suis en train de voir, je suis en train de voir. Liste des produits. Un instant. C'est dans l'onglet produit, je crois. Dans l'onglet vente, c'est pour ça que je demande pourquoi est-ce que ça apparaît pas. Oui, c'est ça que je cherchais, produit. Justement, OK. Donc là, ça nous a donc donné les 3 produits, les top 3 produits. Top 3 produits. Ici, c'est ça, nom du produit. Ici, c'est nom produit. Et ici, top 3 produits. Top 3 par produit. OK. Maintenant, on fait dans l'autre et aussi, on fait la même chose. On va dans le modèle de données et on prend, on fait un tableau croisé, un pivot table, existing worksheet.
On lui dit de venir se placer ici, là. OK. OK. Et on va donc top 3. Ce qu'on veut, c'est nom du client. Bon, là, comme on n'a pas mis le nom du client, on va mettre le numéro du client, le top 3. On vient donc ici sur les ventes. Top 3 ventes par client, on met là. Et on prend le nom du client. On met là. Et c'est donc ça. On a donc les top 3. Et on a donc là, numéro client. Voilà. Donc, voilà donc les résultats. Et après, c'était donc ça qui restait. Et le reste, c'est simplement le titre qui est mis ici. Tableau de bord, on peut juste faire venir insérer une image. On peut juste insérer une image. Bon, si on ne veut pas insérer une image, ou si insérer une image va nous prendre du temps, on peut juste venir faire ceci. On fusionne ça. Et on met tableau de bord. Et on peut faire un remplissage de la couleur qu'on veut. Et après, le reste, ce sera essentiellement de la mise en forme. Essentiellement la mise en forme. Mais notre tableau de bord, toutes les fonctionnalités sont déjà là. Maintenant, le reste, tout ce qui restera maintenant, ce sera d'établir les connexions. Établir les connexions. Là, nous avons... ah oui, c'est autre chose qu'il faudra faire aussi, c'est de nommer. C'est de nommer les différents graphiques. Oui, les différentes images, tableau de bord, et puis les différents TCD et graphiques. Mais il faut établir les connexions pour que lorsqu'on on fait un filtre sur l'un et que ça puisse agir aussi sur les autres. Établir les connexions aussi sur l'autre. Oui, là, toutes les connexions sont là. Établir les connexions aussi. Bon, on le fait juste, on n'a plus le temps de regarder est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas, on fait seulement les connexions. On établit encore les connexions ici. Connexion, connexion, connexion. Établir les connexions. C'est déjà fait. Voilà. Maintenant, donc, dès qu'on va faire un tri, si on veut faire un tri sur notre graphique, vous voyez, si on fait un tri, automatiquement, il fait le tri sur tout le tableau. Si on fait un tri, par exemple, comme ceci, vous voyez, lui-même, il fait un ajustement sur les autres rubriques du tableau. Un ajustement. Les valeurs changent automatiquement. Voilà. Et nous avons ça. Si on fait un tri ici, les valeurs s'ajustent automatiquement. Si je fais un tri, je sélectionne plusieurs. Les graphiques aussi, toutes les valeurs s'ajustent automatiquement. Et ainsi de suite, même là-bas aussi, ainsi de suite. Voilà. Donc, notre tableau de bord, il est terminé. On a pu terminer, on a pu respecter le temps. Donc, le reste, c'est simplement la mise en forme. Et nous sommes arrivés au terme de notre webinaire sur Power Pivot pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec Power Pivot, comment est-ce qu'il peut être utile lorsqu'on a des bases de données qui ne sont pas uniques et qu'on va pouvoir établir les relations entre ces bases de données et pouvoir établir donc les tableaux croisés dynamiques et les graphiques, automatiser notre tableau de bord.
Oui, le support, vous l'aurez. Aussi, je pense, la vidéo également enregistrée aussi après. OK? Sur ce, nous sommes arrivés au terme de notre webinaire. Je vous remercie donc tous pour ceux qui ont pu être là, et également ceux qui n'ont pas pu être là aussi et qui se sont enregistrés. On verra dans la mesure du possible pour qu'ils puissent avoir le support vidéo et support papier également. Aussi, vous annoncez également la semaine prochaine, même heure, nous aurons le webinaire sur Power Pivot, où on va avoir également beaucoup de choses. On reviendra sur le langage DAX et beaucoup d'autres choses qui concernent Power BI. Et aussi, au mois de novembre, nous aurons une formation sur Excel avancé. Pour ceux qui n'ont pas encore, ce sera la dernière session de l'année. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de relever leur niveau au niveau d'Excel, Excel avancé, pour qu'ils puissent aussi se différencier dans leurs environnements professionnels. Ils pourront, pour ceux qui auront un peu de budget, ils pourront participer à cette session. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine pour la prochaine session.